Une erreur de Maigret, nouvelle issue du recueil Les nouvelles enquêtes de Maigret, de Georges Simenon, chez Folio Policier. Il y a des gens à qui on ne peut même pas casser la figure, parce qu'on craindrait que la main s'y enlise. Depuis 3 ou 4 heures, depuis qu'on l'avait chargé de cette affaire de la rue Saint-Denis, Maigret était à cran. Le Maigret des mauvais jours, le Maigret écœuré, quasi sournois à force de dégoût, à qui personne, au quai des Orfèvres, n'osait adresser la parole. Appelle-moi un taxi, lança-t-il à son garçon de bureau. Et tandis qu'il suivait son client dans les couloirs, puis dans l'escalier, dans la cour, sur le trottoir, il avait vraiment l'air de le tenir au bout d'une paire de pincettes. 27 bis, rue de Saint-Denis. Il ramena vers lui les pans de son pardessus, comme s'il voulait éviter que l'étoffe pût toucher l'homme. Et pourtant, celui-ci n'était même pas un repris de justice. Il avait un casier judiciaire vierge. Il était commerçant. C'était un bonhomme de 45 ans environ, correctement vêtu, sans recherche. Un complet pas très neuf mais assez bien coupé, un pardessus de ratine grise, qui datait de l'année précédente. Un personnage au physique comme on en rencontre beaucoup dans les quartiers des affaires, que ce soit pour vendre des aspirateurs électriques ou pour tripoter des histoires de commission. Il s'appelait Eugène Labrie, un Français né au Caire ou à Port-Saïd. Il était gras, il avait les yeux sombres et brillants, il était obséquieux. Je vous en prie, passez le premier, monsieur le commissaire. Et Maigret grommelait entre ses dents. Sale type! Il aurait préféré avoir à s'occuper d'un de ces petits gars pourris par le romantisme de la crapule, qui, un beau soir, descendent une concierge ou dévalisent une débitante. Il aurait volontiers discuté le coup avec un vrai cambrioleur, un de ceux qui savent leur métier et qui apportent une sorte de conscience professionnelle. Mais il avait devant lui un indicateur, un indique, une petite crapule lâche et quasi bourgeoise qui lui faisait des salam-aleik. Il avait devant lui le propriétaire de la librairie spéciale rue Saint-Denis. Et ce titre-là était tout un programme. Entre une charcuterie et un salon de coiffure, Labrie dut se servir de sa clé pour ouvrir un volet, car la librairie était fermée. C'était une boutique étroite, tout en profondeur, un couloir presque. La vitrine n'avait qu'un mètre de large, mais ce mètre-là était sérieusement employé, car on y trouvait toute la collection des livres aux titres prometteurs, aux couvertures suggestives, qu'on entoure de cellophane pour en épaissir le secret. Il était 5 heures de l'après-midi, l'heure où, la veille, le drame devait avoir eu lieu. La foule défilait sur le trottoir. Des gens passaient avec de petits paquets de victuailles. Des taxis glissaient sans se douter. Et Maigret refermait la porte, mettait la chaîne, car il y en avait une. Ces gens-là sont prudents, et poussait son homme devant lui. Montre-moi ton bureau. Il aurait presque mieux aimé lui dire vous. L'autre, cependant, se montrait aussi empressé que s'il eût reçu un de ses clients. Attention à l'escalier, il est assez raide. Au fond, derrière le comptoir s'amorçait un escalier étroit comme on en trouve dans certains bistrots, où il a fallu trouver place dans les caves pour un rudiment de lavabo. Excusez-moi de passer le premier, minaudait Labrie. En bas, on trouvait une tenture de velours rouge et derrière cette tenture, un étrange réduit, une bibliothèque, à en croire les rayons de livres, un boudoir, à en croire le divan rouge aussi, et le grand miroir du fond. À côté du rideau, dans l'ombre, une porte que les clients ne devaient pas soupçonner et que Labrie poussait en habitué, avant de faire la lumière. Vous voyez que c'est très simple, s'excusa-t-il avec un de ces sourires que Maigret avait envie d'écraser d'un coup de poing. Et c'était simple, en effet. Un bureau en bois clair, fabriqué en série, un classeur en métal peint en vert, à droite, un petit réchaud à gaz, une théière et des tasses, un porte-manteau et une cuvette pour se laver les mains. Maigret était trop grand, trop large pour ce sous-sol aménagé en boîte à vis, en trappe à vineux, où son chapeau frôlait le plafond. Il avait la sensation d'étouffer.
Par où regardais-tu ce qui se passait à côté? Comme un bon commerçant montre ses livres tenus à jour, l'abri fit basculer un calendrier pendu au mur, découvrit une ouverture qui correspondait avec le boudoir voisin. Par ici. J'éteignais la lumière. L'ouverture correspond avec une glace sans teint. Et Maigret avait envie de répéter comme un leitmotiv. Sale type. Un saligot, oui, mais un saligot prudent, un saligot armé du code et ayant en quelque sorte fait alliance avec la police. La librairie spéciale attirait dans la boutique de la rue Saint-Denis, par une publicité appropriée, les amateurs de littérature érotique. Mademoiselle Émilienne montrera elle-même aux amateurs, promettaient les prospectus. Et en effet, Mademoiselle Émilienne, la vendeuse, descendait parfois dans ce boudoir avec un imposant pliant pour lui montrer quelques éditions de bibliophiles à 400 ou 500 francs, tandis que l'abri, derrière son Judas. Le drame était simple. 2 jours avant, l'abri avait revendu son affaire, qu'il devait encore diriger pendant 8 jours avant de la remettre au nouvel acquéreur. La vendeuse restera évidemment à la disposition de celui-ci, prévoyait le contrat. Et la veille, à 11 heures du soir, des agents avaient été étonnés de trouver la boutique encore éclairée. Un brigadier cycliste était entré, n'avait trouvé personne au rez-de-chaussée, avait descendu l'escalier comme Maigret venait de le faire et, dans le boudoir, avait trouvé une jeune femme morte. C'était mademoiselle Émilienne, la vendeuse, celle qu'on refilait au successeur en même temps que le fonds. L'abri, qui habitait un petit logement rue de Metz, avait été interrogé dès le matin par le commissaire du quartier et avait commencé par mentir. Vers 5 heures, avait-il déclaré, j'ai préparé du thé sur le réchaud, comme j'avais l'habitude de le faire. Mademoiselle Émilienne est venue en chercher une tasse qu'elle a dû boire à côté. J'ai pris mon thé seule, puis, comme j'avais des rendez-vous en ville, je suis partie et j'ai laissé à ma vendeuse le soin de fermer les volets. J'avais toute confiance en mademoiselle Émilienne qui était avec moi depuis 4 ans. Or, il était évident que mademoiselle Émilienne avait été empoisonnée par la tasse de thé qu'elle avait bue. Le commissaire du quartier, qui avait tenu l'abri entre ses pattes avant Maigret, n'y avait pas été avec le dos de la cuillère, comme le prouvait un bleu que l'homme avait sur la tempe droite. 1 heure plus tard, il obtenait l'aveu suivant. C'est exact que, vers 6 heures, alors que je finissais de travailler dans mon bureau, j'ai trouvé mon employée inerte dans le boudoir. J'ai cru qu'elle dormait. Je suis partie avec l'idée de revenir un peu plus tard. C'était presque plausible, puisque le médecin légiste attribuait la mort à l'ingestion d'une forte dose de somnifère. Donc, mademoiselle Émilienne n'était pas morte quand vous êtes partie. Je m'en serais aperçue. Elle n'était pas froide. Vous n'avez pas eu l'idée d'appeler un médecin. Dans notre profession, il vaut mieux éviter les scandales. Vous le savez aussi bien que moi. Et en s'appuyant sur ces mots, il faisait comprendre au commissaire qu'il se rendait parfois utile en procurant certains renseignements à la police. En bref, il avait quitté mademoiselle Émilienne alors que celle-ci n'était pas encore morte. Il avait, disait-il, été empêché de revenir rue Saint-Denis, et, ne pensant plus à l'incident, il était allé se coucher. Tels étaient les faits que Maigret, la bouche hargneuse, ruminait dans sa grosse tête, tandis que, rue Saint-Denis, la vie d'un quartier populaire suivait son cours et que, dans un sous-sol au parfum écœurant, l'abri prenait des airs de commerçant en règle avec les lois de son pays et avec sa conscience. Je vous jure que je n'ai rien à me reprocher. Vous pouvez examiner tous les livres qui sont ici. Si les couvertures sont prometteuses, il n'y a rien de répréhensible à l'intérieur. C'est même pour cela que, pour les vendre, j'avais besoin d'une jeune femme à droite. Vous comprenez? Quand les clients descendaient avec elle, ils devenaient entreprenants. Elle les remettait à leur place et les obligeait à acheter un ouvrage cher. Il souriait, lui. Il avait l'air de la trouver bien bonne. Si je ne l'avais pas bien traitée, elle ne serait pas restée 4 ans avec moi. C'est moi-même qui préparais le thé. Les après-midi sont longs. Surtout dans ce bureau sans air, dans ce sous-sol qui paraissait tellement loin de la vie. Je devine ce que vous pensez. On m'accuse d'avoir voulu tuer Émilienne. Mais d'abord, je n'y avais aucun intérêt puisque le contrat de vente porte qu'elle faisait partie du fonds. J'aurais risqué des ennuis pour des paiements, car mon acheteur a signé un certain nombre de traites. Vous voyez?
Il parlait avec bonhomie, clignant de l'œil pour prendre Maigret à témoin de sa bonne foi. D'ailleurs, comment l'aurais-je empoisonnée? On m'a dit ce matin que, d'après le médecin, elle avait avalé 8 comprimés de somnifères. Vous en avez déjà pris? Non. Moi, cela m'est arrivé d'en prendre un. C'est tellement amer qu'on ne peut le faire avaler à quelqu'un à son insu. Ouais. Et si Maigret disait ouais, c'est qu'à cela il avait une réponse. Mademoiselle Émilienne, qu'il avait vue à l'Institut médico-légal, était une jeune fille mal portante, dont la pâleur, précisément, devait intéresser les clients. Or, l'abri, jouant les bons papas, pouvait, sous prétexte de quelque drogue, lui avoir fait avaler le thé amer. Je vous assure que vous faites fausse route, monsieur le commissaire. Si je lui avais administré le somnifère, je me serais arrangé pour que les faits se produisent ailleurs que chez moi, de telle sorte que je ne sois pas inquiété. Il y avait pensé le bougre. Il allait au-devant des accusations. Il avait l'air, en quelque sorte, de faire sa petite contre-enquête. Quel intérêt aurais-je eu? Oui, quel intérêt? C'était la question que Maigret se posait aussi, car il connaissait assez son bonhomme pour se rendre compte qu'il n'aurait pas travaillé pour rien. Maigret fumait sa pipe, fouillait les tiroirs du bureau, découvrait dans un classeur des lettres piquées à leur place comme des lettres commerciales et qui pourtant étaient des lettres d'amour. Granville, 6 août. Mon chéri, voilà déjà 3 jours que je vis sans toi, et cela me semble impossible. Mon amant, de rester plus longtemps sans ta présence, sans... Il y en avait 2 pages. Signature, ta maîtresse pour la vie, Émilienne. Maigret regardait son interlocuteur grassouillet, fumait, rongeait son frein. Drame d'amour, questionna-t-il avec une ironie féroce. Et l'autre coquet. Pourquoi pas? On était tellement loin du monde réel des gens sains de corps et d'esprit qui marchaient là-haut, sur le trottoir, dans la fraîcheur de l'hiver, au-delà du soupirail qui tenait lieu de fenêtre. Maigret regardait le Judas qui permettait de surveiller le boudoir voisin, puis il regardait son immonde bonhomme, et il avait du mal à retenir ses gros poings. Tu ne vas tout de même pas prétendre qu'elle s'est suicidée? Je n'avais aucun intérêt à la tuer et à me créer des ennuis, surtout au moment où j'allais me retirer dans les environs de Nice, où j'ai acheté une villa. L'abri se défendait pied à pied, ou plutôt visqueux. Il glissait dans la main. Et Maigret était toujours plus rageur. Il pouvait au besoin se mettre à la place pour reconstituer sa psychologie d'un petit gars qui vient de faire un coup de tête. Il connaissait les moindres secrets des marchands de chair de Montmartre et des marchands de rêves de Montparnasse. Il connaissait son Paris, pour ainsi dire, rue par rue. Mais jamais, il s'en repentait maintenant, il n'était descendu dans des sous-sols de ce genre, et il n'avait collé le visage au Judas d'un labri. Plus vous réfléchirez, plus vous constaterez que je suis innocent, et que toute cette histoire me fait du tort. Il avait des mots comme ça. Il parlait de son affaire comme d'un commerce régulier. Pour un peu, il eût sorti ses livres de comptabilité. Plus je réfléchirai, ne put s'empêcher de marteler Maigret, et plus j'aurai envie de te casser la gueule. Il ne pouvait plus la voir, cette gueule-là, à la fois belle et laide, car les yeux de l'abri n'étaient pas sans langueur, et corrigeaient la veulerie de la bouche et du menton. C'était le type ignoble dans toute l'acceptation du terme, celui dont un certain charme fait passer tout le reste. Maigret, devant lui, se sentait une rage qui était presque une rage de père, comme s'il eût à venger sa propre fille. Soudain, marchant vers lui, il lui mit sa main fermée devant le visage. « À vous !» gronda-t-il. La peur cynique de l'autre, trahissant sa lâcheté, n'était qu'un adjuvant. « À vous, crapule! Je sais bien, parbleu, que tu as pris tes précautions !» Et l'abri reculait, se tassait contre le mur, toute sa chair en déroute. Émilienne était ta maîtresse. Elle connaissait toutes les sales histoires que tu as manigancées ici. C'est pour cela que tu as éprouvé le besoin de la supprimer avant d'aller vivre de tes rentes dans ta villa de Nice. Monsieur le commissaire, avoue que je te dis, avoue que sous prétexte de lui faire prendre un médicament quelconque, tu l'as emprisonnée. Puis que, comme elle tardait à mourir, tu es parti comme un sale petit dégonflard que tu es. Monsieur le commissaire,
Et Maigret en arrivait à oublier aussi la brise d'est qui, dehors, faisait relever le col des pardessus et balayait les miasmes de la ville. Il revoyait la jeune fille au long visage, aux yeux morts, aux lèvres minces, qui n'avait jamais eu de santé, et que le bonhomme avait cloué dans ce sous-sol pour vendre du faux vice à des vieillards. « À vous, crapule! Je vous jure, monsieur le... Jure pas, à vous! Vous regretterez tout ce que vous faites en ce moment. » C'était le mauvais argument, celui qui pouvait achever de mettre Maigret hors de lui. « Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que vous le regretterez. Vous vous trompez. Vous abusez de votre force. Qu'est-ce que tu dis ? Vous abusez. Tu oses dire cela après les lettres de cette gamine. Tu oses prétendre que tu n'étais pas son... Ma foi, il allait frapper. Son poing était en l'air quand la sonnerie du téléphone retentit. « Allô ? C'est vous, commissaire ? Nous recevons à l'instant les conclusions du médecin légiste après l'autopsie. Allô ? » L'abri collé contre le mur ne bougeait toujours pas. Maigret, exacerbé, gueulait dans l'appareil. « J'écoute !» Et il se retenait de frapper. « Hein ? Qu'est-ce que c'est ?» Et la voix du brigadier Lucas à l'autre bout du fil. « Oui, comme je viens de vous dire, elle est... Enfin, il paraît que c'était une vraie jeune fille. » Maigret raccrocha comme un automate. Il venait de comprendre. Brusquement. Il avait pu se tromper, mais il ne lui fallait pas longtemps pour s'en apercevoir. « Je suis content de voir que vous êtes plus calme, » eut le malheur de prononcer l'abri. « Tu dis ? » Rien, je... Et Maigret serrait ses poings de toutes ses forces, parce que maintenant, il savait que c'était encore pis que ce qu'il avait pensé. Il regardait d'un œil presque froid cette crapule contre qui il ne pouvait plus rien. Il soupirait. « C'est vrai, tu ne l'as pas tué. » Car devant la loi des hommes, l'abri n'était pas responsable. « Tu ne l'as pas tué. » Pas de ses mains, non, pas avec du poison. Il l'avait tué avec son sous-sol greffé là, comme une maladie honteuse, dans une rue où grouillait la vie. Quelle petite fille ignorante, un jour, avait répondu à son annonce demandant une jolie vendeuse. Elle était arrivée de sa province et de Paris. Elle n'avait vu que ce piège à vieux messieurs qu'elle était chargée de tenir en haleine. Comme homme, elle n'avait fréquenté que l'abri. L'abri au visage gras mais aux yeux de velours qui, en commerçant prudent, lui avait laissé croire qu'on peut être amant sans... Car il avait raison. Il n'y avait pas touché. Il était trop malin pour ça. Il ne voulait pas, pour une courte satisfaction, tuer la poule aux œufs d'or. Et elle, de Granville où elle était en vacances, lui écrivait « Mon amant », sans savoir que pour être amant... Et oui, tout s'expliquait. Maigret s'était trompée. Émilienne ne savait pas. Émilienne, quand elle vendait ses livres de l'autre côté du Judas, avait besoin de toute son innocence pour jouer les innocentes, pour que le commerce marche bien, pour être plus vraie que nature, plus bête que nature, pour être celle que les vieux habitués désignaient en chuchotant. Elle est vraiment ignorante. Ils employaient un autre mot qui caractérisait mieux l'état physique d'Émilienne. Émilienne, jusqu'au jour où elle apprit qu'elle faisait partie du matériel, qu'elle passait aux acheteurs du fond, que l'abri allait partir sans elle, l'abri qu'elle croyait son amant. Et Émilienne, détraquée, avait préféré se suicider. L'abri affolé l'avait abandonnée dans son sous-sol, laissant à d'autres le soin de découvrir le cadavre. « Qu'est-ce que je vous disais » murmura l'abri avec un drôle de sourire, en regardant Maigret déconfit. Alors, le commissaire s'assura d'un coup d'œil qu'il était bien dans une cave, loin de la vie et de ses lois. « Je me suis trompé, » grogna-t-il. « Cela arrive à tout le monde. » Puis, comme c'était quand même nécessaire, il envoya son poing en plein visage de l'homme, soupira, rasséréné, et articula en voyant l'abri tâter une dent qui balançait. « Tu pourras toujours dire que tu es tombé dans l'escalier. Il est tellement raide. »